Donc bonsoir et bienvenue à de nouveau ce dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël. On se fait une dernière chronique de Laurent Gaillard Football Club. Ce sera la dernière de l'année, hein. Donc j'espère qu'on va finir en beauté, car il y avait un beau programme encore ce week-end, hein, évidemment, hein, comme toujours, hein. Là, ça va un petit peu changer au niveau consistance, hein. Il y aura un petit peu moins que lors du précédent épisode. Mais en tout cas, il y a quelques dossiers qui seront chargés, hein. Donc on va parler en préambule toujours de l'Olympique Lyonnais, hein. Un peu moins de choses à dire que habituellement, hein, parce qu'on dirait que ça rentre un petit peu dans l'ordre côté lyonnais, hein. Malgré qu'on va quand même parler du choc énorme, hein, de ce soir qui oppose l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais, hein, en clôture de cette 18e journée, excusez-moi, déjà 18e journée, hein. Donc l'avant-dernière journée des matchs allés, avant cette trêve hivernale. Et on va donc longuement présenter les deux équipes, Lyon et Monaco, ainsi que les enjeux sur ce match, hein. Comme on parle beaucoup de matchs à 6 points. Voilà. Ensuite, on aura un gros buzz avec le Paris Saint-Germain. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Par contre, hein, habituellement, on parlait beaucoup de l'Olympique Lyonnais, de ses problèmes défensifs et autres, et du coach et des différents problèmes stratégiques. Là, on va un petit peu faire le même constat avec le PSG. On reviendra à un gros focus sur le PSG, car il y a matière à débattre et il y a beaucoup d'analyses à faire là-dessus, hein. Et on parlera aussi du choc de Première Ligue qui a eu lieu aujourd'hui à 17 h entre Manchester City de Guardiola et Arsenal de Arsène Wenger, hein. Donc, qui s'est terminé il y a un peu plus d'une heure. Un match qui a tenu toutes ses promesses avec des buts, hein. Bien sûr, on pouvait s'en douter dans un match avec deux équipes portées sur l'offensive. Et puis on fera un petit peu le point sur le classement de la Première Ligue aussi, hein, bien sûr, hein. La Première Ligue obligatoirement, le championnat le plus médiatisé, le plus suivi au monde. Donc et voilà, quelques résultats encore en clôture. Donc voilà, on va commencer donc cette chronique, mesdames et messieurs. On va commencer par le PSG. Je vais revenir un petit peu sur le PSG, puisque le PSG s'est incliné hier, hein, sur la pelouse du Roudourou, face à l'En-Avant de Guingamp, face à un adversaire qui joue sa carte, hein, cette année, hein, avec Camboiré, hein, dont on doit louer les éloges, hein, puisque vraiment il fait un travail exceptionnel avec cette équipe d'Angers, avec les moyens qu'il a, hein, les moyens dont il a à disposition. Donc ça, on peut vraiment que le féliciter. Et donc l'En-Avant de Guingamp a battu le Paris Saint-Germain 2 buts à 1. 2 buts à 1, le Paris Saint-Germain qui était même mené 2-0. Et tout ça s'est fait en deuxième mi-temps. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Et tout s'est fait donc en deuxième mi-temps. Rappelons que le PSG sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 défaites et un match nul. Donc c'est-à-dire 3-0 contre Montpellier, 2-2 contre Nice et 2-1 contre Guingamp. Bon, après, Guingamp était héroïque, hein, sur la fin. Il pouvait revenir le PSG, mais ils ont quand même été menés 2-0 sur 2 contres, magnifiquement orchestrés par les Guingampais qui vraiment tactiquement ont été super. Et ce n'est pas le cas de notre ami Unai Emery avec le PSG, hein. On va d'ailleurs revenir là-dessus. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait, je n'arrive pas à comprendre ce coach. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ce coach, on a remercié Laurent Blanc, on lui a dit c'est bien, tu as fait 4, oui, il me semble que c'est 4 saisons, hein, au PSG, tu as fait 4 belles saisons, tu nous as ramené des trophées sur la scène nationale. Nous, ce qu'on voulait, c'est passer un cap au-dessus au niveau Ligue des Champions. On veut franchir un palier. Donc, on fait venir Unai Emery. Unai Emery qui a gagné l'Europa League à 2-3 reprises, hein. Donc, c'est une Coupe d'Europe, hein. Certes, c'est l'Europa League, mais il a quand même fait des belles choses avec Séville, puisqu'il a permis, c'est un record, hein, ils l'ont gagné 3 fois de suite, hein. Donc voilà, on s'est dit on va amener un coach, Unai Emery, qui va peut-être amener des joueurs de championnat espagnol. On va franchir un cap. Voilà. Là, on tire un constat qui est simple. Unai Emery fait moins bien que Laurent Blanc en termes de points en Ligue 1, en termes de buts marqués, en termes de buts encaissés. Euh, puis le PSG devait franchir un palier en Ligue des Champions. Ils font deuxième du groupe alors qu'ils avaient la possibilité d'un premier. Ils étaient devant Arsenal, ils font un match nul contre le Dogora ce dernier match. Ça. Bref. Et on a Unai Emery qui fait des choix aussi très discutables. Puisque il faut rappeler qu'il a, à plusieurs reprises,
il a mis Matuidi, ailier gauche. Moi, je sais pas si on fait ça, c'est qu'on a des blessés, des suspendus, qu'on n'a pas le choix. Je sais pas. Ça peut être un choix tactique, parce que pour bloquer peut-être des couloirs, ou peut-être. Mais on est le PSG, on a des armes offensives, on a de quoi. On est là pour faire peur aux autres, on est là pour imposer son style, pour s'imposer, pour faire peur à l'adversaire, pour faire mal à l'adversaire. C'est pas que Matuidi, ailier gauche, qu'on va faire mal à l'adversaire. Matuidi, c'est un box-to-box, c'est un joueur au milieu de terrain qui met de l'impact, qui relance, qui amène de la profondeur aussi, parce qu'il a quand même une certaine vivacité. Il est capable de faire des choses au milieu de terrain. Il est vraiment là qu'il est fort. Il est là pour casser au milieu de terrain. Enfin voilà. Mais il est gauche, non. Et en plus, il y a des choix aussi. On va pas revenir sur le cas Ben Arfa qui a été mal géré. Ça, de toute façon, hein, ça a été dit, redit. On va pas redébattre là-dessus. Mais voilà. Et maintenant, en plus, il est blessé. Bah voilà, il en aurait peut-être eu besoin hier parce qu'il a besoin de fraîcheur pour faire la différence, pour pouvoir revenir face à Guingamp. Guingamp, à la fin, niveau changement, c'est clair qu'ils ont pas le même effectif que le PSG, la même profondeur de banc. Donc là, le PSG peut faire aussi la différence par son banc, mais ça n'a pas été le cas, puisque des joueurs même comme Ressé, qui ne jouent quasiment jamais, du coup, ne sont pas en forme, ne sont pas concernés, ne sont pas dans le rythme pour faire aussi la différence et pour rentrer et amener quelque chose. Donc voilà, Matuidi, ça a déjà été essayé en Ligue des Champions, c'était aussi moyen côté gauche. Voilà, il insiste avec ça aussi, il insiste avec des choses qui ne marchent pas. À la place, il met Krikoviak au milieu de terrain. On sait très bien que le trident du milieu de terrain, Verratti, Matuidi et Mota, c'est vraiment le trident du milieu qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves. Et c'est la formule magique au milieu de terrain. C'est ce qui marche, c'est ce qui marche de mieux. Alors, moi, je comprends pas. Il veut amener sa patte, il veut changer des choses. Il a voulu d'ailleurs au début de saison changer des choses en mettant Krikoviak, en changeant. Bon, après, il manque Rabiot, mais bref, il y a ce trident qui est magnifique, qui est vraiment complémentaire au niveau physique, technique, tactico-technique. Il n'y a rien à dire. Et puis voilà. Donc, il s'est aperçu en début de saison qu'il ne pouvait pas se passer de ces trois-là. Donc après, il les a remis. PSG a commencé à gagner des matchs, à enchaîner, rester sur plus de 10-11 matchs d'affilée sans perdre. C'était même, il me semble, 9 victoires, 2 matchs nuls. Enfin voilà, donc c'était une série quand même qui pouvait le conforter dans ce choix. Puis ça n'a pas été forcément le cas. Et il est un peu retourné de ses travers, Naïmri, avec ses choix. Donc, j'aurais tiré une grosse sonnette d'alarme, surtout que le PSG a perdu 4 matchs aussi dans 18 journées. Ce n'est pas arrivé depuis 2014, depuis plus de 2 saisons, depuis le début du QSI. Donc ça aussi, c'est quand même des choses qui alarment, hein. Voilà, on pouvait critiquer certes Laurent Blanc, mais on voit Naïmri n'a rien apporté. Là, le PSG, 32 buts marqués en 18 journées aussi. L'année dernière, ils en étaient à 10 de plus. Donc voilà, c'est choses. Et là, ils sont tombés contre le Barça en huitième, donc ils étaient là pour aller plus loin, faire une demi-finale et chercher au moins cette demi-finale. Et dans le dernier quart des champions, bah, ça va pas être cette année, je pense, parce que contre le Barça, à moins d'un miracle, vu comme ils jouent actuellement, c'est pas possible, hein. C'est 4 défaites en plus du PSG. Ils ont perdu contre un gros seulement, c'est Monaco. Après les trois autres, c'est Toulouse, c'est Montpellier, c'est Guingamp. Trois équipes qui sont censées vraiment être plus faibles que le PSG, mais 10 fois quasiment plus faibles. Et ces trois équipes ont mené à mal les Parisiens. Puis Paris ne fait que d'encaisser des buts. Si on prend les trois derniers matchs en championnat, c'est 3 buts encaissés contre Montpellier, 2 contre Nice, 2 contre Guingamp. Ça fait 7 buts encaissés en 3 matchs. Quand on est le PSG, on a Thiago Silva, Marquinhos, c'est pas possible. Moi, je peux pas te dire d'où vient le problème. On n'est pas dans les vestiaires, voilà, certes, mais il y a des choses quand même à remettre en question. Moi, il me semble que Verratti disait une chose très juste hein, dans une interview en zone mixte, en conférence de presse. Il disait en ce moment, on croit qu'on rentre sur le terrain et que le match est déjà gagné. On met le maillot du PSG, c'est bon, c'est fait. Non, il faut travailler, il faut peut-être remettre le bleu de chauffe, il faut faire les efforts ensemble. Après, il y a le coach qui doit se remettre en question aussi sur ses choix. C'est vrai qu'il n'arrive pas à trouver son système. Il joue en 4-4-2, en 4-3-3. Bon, même si le 4-3-3 a été les trois quarts du temps, je dirais, son fer de lance. Euh,
voilà, il change quand même quelques fois. Là, c'est vrai qu'il a voulu intégrer un jeune comme Nkunku aussi, qui est pas mauvais, hein, ça c'est clair. Il a fait de bons matchs contre Lille. Là aussi, contre Guingamp, il a été pas trop mal, mais on a vu, hein. Après, je veux pas être méchant, mais l'entrée de Krikoviak, à chaque fois, ça va pas, hein. Là, Krikoviak, il est entré en deuxième mi-temps, ils ont pris 2 buts Paris. Alors, je sais pas si c'est cause-conséquence, mais en tout cas, c'est assez flagrant, hein. Donc voilà, Unai Emery, s'il veut pas sauter, entre guillemets, il va falloir qu'il puisse se remettre en question. Le dernier match, c'est contre Lorient. Alors là, ils n'ont pas le droit de se louper, hein, je crois. Parce que alors là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, hein. Je crois que son siège du vestiaire, il saute tout seul, hein, là. C'est même plus la peine, hein. Il peut prendre son billet d'avion, il peut prendre ses clics, ses claques, et il a même pas besoin d'aller enfin, il peut serrer la main au président, merci, au revoir, parce que ça sera sans équivoque, hein. Donc voilà, en tout cas, le PSG, hein, est prévenu et a intérêt à se remettre au travail, hein. Je voulais aussi faire un constat aussi sur l'attaque du PSG, hein, parce que le PSG a mis, il me semble, 33 buts cette année en Ligue 1. Et, euh, et c'est 17 buts inscrits par Cavani, hein. Mine de rien, on critiquait tout ça, mais il est plus de 50% des buts parisiens. Donc ça aussi, ça pose problème quand même, hein. 50 buts à un joueur qui met 50 buts des buts de l'équipe, c'est quand même énorme. Ça veut dire que si lui marque pas, il n'y a personne. Bon, il y a Lucas qui marque, mais on n'a pas de doublure aussi. C'est le recrutement offensif a été vraiment, mais c'est même pas que cette saison, parce que on a recruté, c'est certes, on a recruté Ben Arfa, c'est oui. Mais j'ai l'impression que ça fait quelques 2-3 années que au niveau recrutement, au début on a fait un effort avec Cavani, on a pris Zlatan, mais là il n'y a pas de continuité, je veux dire. Après c'est vrai que j'entends beaucoup de choses se dire, et je suis assez d'accord avec ça, sur le fait que depuis que Leonardo est parti, qui était directeur sportif du PSG, ça s'est beaucoup dégradé au niveau de la cellule de recrutement. Parce que toutes les trouvailles, là, les Verratti, tout ça, c'était Leonardo, hein. C'est très important un bon directeur sportif, hein. Quelqu'un qui s'occupe vraiment de la cellule de recrutement et qui fasse vraiment un bon travail. Parce que ce n'est pas tout que d'aller recruter des stars, des noms ronflants, tout ça. Parce que vous avez vu un joueur comme Verratti, c'était pas un nom ronflant, il vient de Pescara, il était en deuxième série B italienne. Et puis vous voyez maintenant, c'est un des tout meilleurs milieux de terrain au monde. L'Italie, elle s'en réjouit. Enfin voilà, donc ça c'est important. Moi je pense que là ils sont pris que l'ail verte. Pour l'instant, on n'a pas trop vu, on n'a rien vu quoi. On n'a rien vu là-dessus, hein. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, hein, sur le Paris Saint-Germain. Et qui est troisième, hein, quand même potentiellement, on n'a pas vu le résultat de Nice-Dijon, on peut peut-être en apercevoir, hein. Le PSG est peut-être alors là que je vous parle 7 points, hein. C'est vrai que je n'ai pas eu trop les infos à ce sujet, je vous avoue. Donc si on prend les résultats, si on prend les résultats actuels qui sont passés cet après-midi. Alors attendez, si vous avez attendez un petit moment que ça recharge là. Ouais, on va revenir. Hop. C'est quand même important de savoir ça quand même. Bon, on va prendre notre application. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait un partout à la mi-temps entre Nice et Dijon, donc ça serait un moindre mal pour le PSG. Ça leur ferait perdre qu'un point sur ce week-end et pas trois. Parce que là, ils peuvent être potentiellement recalés à 7 points de Nice quand même, ça fait mal, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, Nice a battu Dijon 2-1 finalement. Donc Nice a bien battu Dijon avec un but à la 49e de Balotelli en deuxième mi-temps. Donc dès la reprise, quasiment Balotelli a vite plié le match. Enfin, plié, a dit voilà, il faut les 3 points. Donc Nice 7 points d'avance sur Paris quand même. Ça, bon, après le championnat est long, hein, il y a encore toute une deuxième partie de saison, hein, c'est un deuxième championnat qui commence, hein. Mais 7 points, psychologiquement, ça fait quand même mal, hein. Puis il y a le Monaco-Lyon de ce soir, donc ça, il faut voir, hein, parce que Lyon, avec son match en retard, plus ce match, peut revenir à 2 points du PSG aussi. Comme Monaco, s'ils battent Lyon, peut mettre à 6 points le PSG. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir encaisser du côté parisien. Voilà. Voilà en ce qui concerne cette affiche.
Maintenant, on va parler d'une affiche intéressante, plus intéressante, je vais dire, que Guingamp PSG, parce que c'est vraiment la clôture de cette Ligue 1. L'affiche au sommet donc de la 18e journée, AS Monaco, Stade Louis II, Olympique Lyonnais à 20h45, c'est dans 12 minutes exactement, ce match qui va démarrer. On a déjà les compos, on peut vous les donner déjà. Donc, côté lyonnais, ça sera un petit changement quand même tactique par rapport à ces derniers temps, mais pas un gros changement tactique, on reste à 4 derrière. Seulement, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir assurer aussi une même formation de match en match. J'ai l'impression que Genesio, il jauge beaucoup en fonction de l'adversaire. C'est aussi à nous, c'est aussi à Lyon un peu de s'imposer, de se faire respecter à ce niveau-là. Donc là, ça va jouer plutôt en 4-2, un 4-4-2 ou un 4-2-3-1, comme on le veut. Donc c'est 4 derrière avec Mapou et puis avec donc Mapou et Diakabi. Diakabi qui s'installe, il a la confiance du coach, c'est vrai qu'on voit qu'il progresse quand même. Malgré son jeune âge, il progresse de match en match. C'est juste qu'il faut pas, il a des moments d'absence, donc on va éviter que ça se produise ce soir. Donc voilà, Diakabi, Mapou, Ngambiwa en défense. À gauche, Morel. Raphaël à droite, qui est monstrueux, mais là, ça doit être vraiment une des clés du match, on en parlera plus tard. Ensuite, en milieu, on a le jeune Lucas Touzard, qui fait vraiment, chaque fois qu'il a joué, il a répondu vraiment présent. Et ça, c'est très bon augure donc, pour ce soir. Il sera associé donc à Gonalon. Donc là, on verrouille. Là, on verrouille devant la défense. On met deux piliers, on verrouille. On sait que Monaco, c'est 53 buts en 17 matchs. Donc on verrouille. Ensuite, alors après, on a à gauche, on a Valbuena. Guézal à droite. Et apparemment, même Fekir va jouer en 10. Donc c'est pour ça que c'est plus un 4-2-3-1. Fekir va jouer plutôt en 10. Avec ses deux autres milieux excentrés. Et la casette en 9, en pointe, en avançant. Donc là, c'est son match ce soir. S'il veut vraiment régaler les Lyonnais, il faut qu'il plante. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il marque. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Ensuite, côté monégasque, c'est toujours la même équipe avec Subadji derrière. En défense centrale, c'est Glick et Emerson. Jemerson, excusez-moi. Donc Glick, c'est vraiment, on en parle beaucoup. Avec la Pologne, il a fait un bon euro et vraiment, c'est un rock derrière. C'est un défenseur costaud. Après, sur les côtés, c'est leur point fort aussi à Monaco, les latéraux qui apportent beaucoup offensivement. Sidibé à droite et Bernard et Mendy, l'ancien Marseillais, à gauche. Ensuite, au milieu, Fabinho et son compère du milieu, j'ai oublié le nom d'ailleurs, son jeune Chemu Bakayoko. Donc Bakayoko et Fabinho. Ensuite, un 4-4-2 aussi, plus un 4-4-2 ouais, que 4-3-1. Ensuite, les deux ailiers qui font mal. Donc Lemar et Bernardo Silva. Vraiment à surveiller ce petit portugais Bernardo Silva qui a vraiment beaucoup de talent, une bonne frappe, bon dribble, bon coup de patte. Donc il faudra vraiment faire attention. Et au coup de patte de Lemar aussi. Puis devant, la paire Germain Falcao. Donc voilà. Donc voilà, le décor est planté avec ces deux compositions résolument offensives. C'est pour notre bonheur à tous, notre plaisir de spectateur. On veut voir des buts, on veut voir du jeu. Donc voilà. Et donc les clés de ce match, un peu, pour ma part, il me semble que ça va être sur les ailes que ça va jouer, ça va venir surtout ça va venir pas mal des latéraux. J'ai l'impression qu'il va y avoir un duel dans le match entre Sidibé et Raphaël côté lyonnais. À mon avis, celui qui prend le dessus sur les ailes. De l'autre côté, ça va être un Morel face à Mendy. À mon avis, l'équipe qui prend le dessus sur les ailes, elle a de grandes chances de gagner ce match. Parce que si Raphaël, côté lyonnais, arrive à bloquer Sidibé, ça veut dire arrive à prendre Sidibé, à mettre en fait Sidibé, à obliger Sidibé à défendre, à ne plus attaquer, à le pousser dans le camp monégasque, et que Lyon prend le dessus de ce côté-là sur les ailes, ça peut être une des clés du match en effet. Ouais. Raphaël, il a les atouts pour le faire, mais attention, Sidibé, il a une sacrée puissance, un sacré volume, il a une qualité de frappe et de centre. Il ne faudra vraiment pas négliger. Puis donc Raphaël, il a intérêt d'être costaud à ce niveau-là, défensivement et offensivement aussi, on aura besoin de lui parce que mine de rien, on parle pas trop de la défense de Monaco, mais c'est solide aussi derrière. On parle que de l'attaque parce qu'elle est tellement flamboyante. 53 buts en 17 matchs, c'est une meilleure attaque d'Europe. 3 buts de moyenne par match. C'est des statistiques de PlayStation, excusez-moi. Mais
Donc voilà, donc aux Lyonnais qui ont résolu un petit peu ces problèmes défensifs ces derniers temps, hein, qui sont moins de buts, en étant un peu plus compact, plus solide, plus équilibré, donc un peu plus cohérent, hein. Puis là, bon, on voit une équipe aussi lyonnaise assez cohérente, hein. Il y a du poids offensif, il y a du poids offensif, il y a aussi du poids défensif. Donc après au milieu, c'est vrai qu'on perd de la qualité côté lyonnais parce que on n'a pas Darder ou Tolisso pour faire un peu le lien. Surtout Darder avec sa qualité de passe, qualité de frappe, de relance, qualité technique au milieu de terrain, mais il y a de la qualité technique. Fekir, hein, il doit, vu qu'il est axe, il est plus comme un 10, il doit être capable de venir faire le lien aussi au milieu de terrain, et de redescendre, remonter. C'est là qu'on l'attend, ce soir plein axe, il faut qu'il perfore. Voilà. Donc voilà là, un peu les clés de ce match entre Monaco et Lyon. Ça va valoir le détour, hein. Je pense qu'on attend des buts ce soir et en tant que je dois avouer pro lyonnais, j'espère pas trop du côté monégasque, mais en tout cas on espère une belle fête, un beau match, que tout se passe bien et en tout cas il y a de quoi faire un beau match, hein. Et les monégasques, hein, font déjà peur quand même aux Lyonnais, hein. Il faut rappeler, hein, c'est vrai qu'en plus ils ont pas, on pourrait penser avec une attaque qu'ils ont quand même 53 buts quand même, qu'ils aient un buteur qui soit déjà à 20 buts, qui soit. Et non, ce n'est pas le cas. Falcao, il est qu'à 10. Donc c'est vraiment un collectif qui se déplace. Il y a Bernardo Silva qui marque, il y a Falcao, il y a Germain qui marque, il y a Thomas Lemar. C'est vraiment une force offensive. Puis avec les deux latéraux, Mendy et Sidibé, c'est vraiment une force offensive qui se dégage, une puissance offensive de l'équipe. Et puis c'est assez impressionnant. Même si quand on les voit, ça va vite devant en fait. Ça explose vite avec les 4 à devant. Au milieu de terrain, c'est pas impressionnant. C'est solide, hein, c'est solide, ça c'est clair, hein. Bakayoko, Fabinho, c'est solide, hein. Moutinho d'ailleurs était relégué sur le banc, ça veut dire ce que veut dire ce que ça veut dire, hein. Il n'est pas essentiel à l'équipe, pourtant il a une qualité aussi, hein. C'est Moutinho qu'on parle, donc c'est pas de n'importe qui, mais bref. Bah, en tout cas, il apporte pas ce qu'il devait peut-être apporter, puis Leonardo Jardim n'a pas hésité à le mettre sur le banc et à le reléguer en tant que remplaçant, hein. Mais en tout cas, ça promet vraiment un gros match. Parce que les Monégasques sont à 7-0 contre Rennes avec l'équipe B. Bon, Rennes aussi avait aussi un petit peu mis en remplaçant. Il n'y avait même pas ni Ntep ni Gourcuff, enfin, ils n'étaient même pas dans le groupe, hein. Donc c'est pour vous dire, hein. Ils préparaient ce match de Ligue 1 qui d'ailleurs leur a pas réussi parce qu'ils ont perdu à domicile contre Bastia. Donc voilà, voilà. Et en tout cas, attention aux Lyonnais parce que ça peut sentir la poudre. Voilà. Donc voilà, le décor est planté, hein. Vous avez les clés en main pour suivre ce match et en tout cas pour prendre du plaisir et en espérant un bon résultat peut-être, allez, côté lyonnais j'espère. Voilà, donc c'est fini pour cette Ligue 1. On va revenir sur cet après-midi, ce qui s'est passé à l'Etihad Stadium entre MCT de Guardiola et puis Arsenal d'Arsène Wenger, hein. Et c'est les Mancuniens, les Citizens, les Sky Blues qui ont battu Arsenal 2-1, avec pourtant une ouverture du score côté d'Arsenal, une ouverture du score assez tôt dans le match. En tout cas, à la 5e minute, hein, Walcott avait déjà ouvert le score, fait parler la poudre déjà à la 5e minute sur le terrain des Sky Blues. Walcott, trouvé dans le dos par Alex Sanchez, avait donc ouvert le score, ce qui faisait 1-0, une très bonne entame de match donc des Londoniens d'Arsenal, qui prenaient le match par le bon bout. Et on se disait que c'était bon pour Arsenal et qu'il menait 1-0 à la mi-temps, hein, d'ailleurs. 1-0 à la mi-temps, hein. C'était une mi-temps cohérente, une bonne mi-temps. Et bien organisé, Arsenal a pu ouvrir le score et garder cet avantage. Et alors, c'est pas ce qui s'est passé à la mi-temps, en tout cas. Il faut croire que l'entraîneur de City a dû trouver les bons mots, hein. Guardiola a su trouver les bons mots, a su trouver aussi la bonne formule pour, euh, pour pouvoir rameuter ses troupes et puis leur permettre de remporter ce match, de renverser Arsenal en fait, hein, parce qu'ils ont ensuite égalisé dès le retour des vestiaires par Leroy Sané, un jeune qu'ils ont acheté, une nouvelle recrue des Sky Blues. Et ça a permis donc en promettant de revenir tout de suite dans le match. Donc là, c'est clair que ça a mis une claque Arsenal, un mauvais entame de deuxième mi-temps. Donc ensuite, les Citizens ont poussé et Raheem Sterling a pu clôturer la marque et marquer ce deuxième but victorieux.
Même si Arsenal a essayé de pousser, de revenir en deuxième mi-temps, enfin en fin de match, avec les entrées de Mohamed El Neni, Giroud qui a remplacé Coquelin à la 75e, juste après quasiment le but de Sterling, pour apporter vraiment une touche offensive. Et finalement, c'est sur ce score que se sont séparées les deux équipes. Et évidemment, une bonne opération pour City, hein, qui va revenir à la hauteur d'Arsenal. On va s'apercevoir du classement tout de suite de la Première Ligue, puisque Arsenal du coup passe à la quatrième place, City revient à la deuxième place, néanmoins à 7 points de Chelsea, hein, ce qui fait qu'Arsenal se trouve à 9 points de Chelsea, quatrième derrière Liverpool qui a un match de retard, qui plus est en plus contre Everton demain. Et ils voient Tottenham revenir dans leur radar et dans leur, qui les voit dans qui voit qui sent on peut dire qui sent le souffle des Spurs, on va dire, dans leur dos, puisqu'ils ne sont plus qu'à un point. Donc, très mauvaise opération Arsenal, oui, à concéder deux défaites, hein, de rang, en première ligue, hein, puisqu'ils ont perdu cette semaine contre Everton à Everton 2-1, et puis ils ont encore de nouveau perdu 2-1. Donc c'est des déplacements aussi à City 2-1, deux fois 2-1. Donc c'est vrai que c'est dommage. Voilà, en tout cas pour ma part, c'est fini, hein, pour cette chronique, hein. C'était un menu assez soft et assez en trois étapes, hein. On a eu trois dossiers au cas auxquels je vous ai fait part de mes coups de gueule, de mes points de vue et de ce qu'il en était. En tout cas, pour finir cette année, hein, trois gros dossiers, on est allé à l'essentiel, hein, parce que là, c'était trois gros dossiers qui méritaient d'être soulevés et on méritait d'attirer votre attention là-dessus. Donc, moi, je vous laisse, hein, parce qu'il y a le match Monaco-Lyon qui va commencer, le duel Falcao face à la Casette. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite d'en profiter, passer de bonnes fêtes et revenez-nous en forme pour l'année prochaine, en 2017, hein. Il y aura une première chronique, hein, bien sûr. On commencera l'année en beauté, hein, parce qu'il y aura les matchs de Coupe de France l'année prochaine, la Ligue 1 qui va redémarrer. Donc en tout cas, portez-vous bien, une bonne soirée et merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour Laurent Gaillard Football Crème.